Erev Tov, on commence aujourd'hui le premier chapitre des lois de Maasrot, dans lequel nous allons tout d'abord développer les lois de la dîme, qu'il faut donner 10% des récoltes aux Lévi'im, des récoltes qui poussent dans le champ. Et la bracha que ça rapporte, c'est écrit dans la Torah, Aser te Aser. La Gemara nous explique quelle est la répétition de l'expression de Aser te Aser. Aser veut dire donne un dixième, Aser, 10. Donc ça vient du mot Aser, donne un dixième. Pourquoi est-ce qu'on répète Aser te Aser? Explique la Gemara, car lorsqu'on donne la tzedaka, alors dans ce cas-là, te Aser, qui se lit également par Ashir, car le sin et le shin, c'est la même lettre dans la Torah. Lorsqu'on donne la tzedaka, on devient plus prospère et on reçoit plus de moyens de Hachem. Hachem me dit qu'on peut d'ailleurs, on peut même le tester par rapport à la tzedaka. Le plus on donne, le plus Hachem le donne. Alors le Rambam commence dans la première loi. Achar shemafrishin truma gdola, mafrish echad ma'asar melbisha, bezo anikra ma'aser rishon ou bon emar, ket ma'asar bnei Israël shederim ou l'Hachem v'gomer. והמעשר הזה ללוויים זכרים ונקבות שנאמר, ולבני לוי נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. Après qu'on a prélevé la terouma, le prélèvement qu'on a discuté longuement dans les 15 derniers chapitres, qui était offert au Kohen et qu'il fallait donner entre un 40e et un 60e, là, il fallait prélever encore une tzedaka obligatoire. Il fallait donner le maaser à 10% pour le Lévi, et on peut le donner aux Lévi, que ce soit aux Lévi des hommes, que ce soit aux femmes Lévi. Et on va poursuivre dans la deuxième halakha qu'il y a une différence fondamentale entre le cadeau, la terouma, qui est donné au Kohen, et le maaser qui est donné au Lévi. Dit le Rambam, maaser rishon mutar b'achila le'Israël, mutar le'ochlo betumash, ein bo kedusha kelal. בכל מקום שנאמר במעשרות קודש או פדיה, אינו אלא מעשר שני. ומניין שמעשר ראשון חולין, שנאמר, ונחשב לכם תרומתכם, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מה גורן ויקב חולין לכל דבר, אף מעשר ראשון שנית לתרומתו, חולין לכל דבר. לפיכך, בת לוי שנשבית או שנבעלה בעילת זונות, נותנים לה המעשר ואוכלת, אבל מי ששמעה שבית בעלה או עד לה, עד אחד ונישאת, ואחר כך בא בעלה, כנסו את החכמים שתהיה אסורה במעשר. La différence fondamentale qui existe entre la terouma et le maaser, c'est que la terouma, on a dit qu'elle est sacrée, elle est kadosh. C'est pour ça que vous vous rappelez bien, dans les derniers chapitres, on a vu différentes lois complexes dans lesquelles il y avait des mélanges entre la terouma et les récoltes qui sont choulines, qui sont profanes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vu que la halakha le prescrit, que la terouma peut être mangée uniquement par un Kohen, et donc uniquement par un Kohen kasher. Par exemple, si il y a une fille de Kohen qui est devenue zona, elle ne pourra plus consommer la terouma, etc., etc. Seulement lorsque c'est pur, pas lorsque c'est impur. Par contre, la halakha actuelle du maaser, ce qu'on discute ici, c'est offert au Lévi et c'est choulin. C'est-à-dire que quand on avait expliqué dans les lois de Trumot qu'il y a deux lois qu'il faut bien distinguer, il y a la loi que ça devient kadosh, que ça devient sacré, et il y a la loi numéro 2, à qui cela appartient, ça doit être donné, et donc cela appartient au Kohen. Alors ça, c'était pour la terouma. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de maasrot, de donner 10%, après qu'on a prélevé la terouma pour le Lévi, alors cette dîme donnée au Lévi, elle est choulin, elle est profane. Donc là, il y a juste l'élément numéro 2, l'élément à qui cela appartient. Mais ça peut être consommé par n'importe qui. Une fois qu'on l'a donné au Lévi, le Lévi peut partager avec n'importe quel Israël, même avec un juif qui n'est pas Kohen et qui n'est pas Lévi. Halakha suivante, halakha numéro 3. Lévi'im et Kohanim mafrishin maaser rishon כדי להפריש ממנו תרומת מעשר. וכן הכהנים מפרישים שאר תרומות ומעשרות לעצמן, ולפי שהכהנים נוטלים מן הכל
יכול יאכלו פירותיהם בטבלן, תלמוד לומר, כן תרימו גם אתם. מפי השמוע למדו, אתם אלו הלוויים, גם אתם לרבות את הכהנים. La question qui se pose, question qui est intéressante, est-ce que le Lévi et le Cohen, eux aussi, ont l'obligation de prélever le Maaser Rishon? Alors, on dit oui. J'avais pu penser que puisque les Kohanim, c'est eux qui reçoivent, oui, en échange du travail et du service qu'ils nous rendent dans le Beth Amikdash, alors c'est eux qui reçoivent les différents prélèvements, alors eux-mêmes n'ont pas besoin de prélever. Alors on dit non, le secret de la tzedaka, c'est que chacun doit donner. Et donc le Lévi, le Kohen également, ils doivent prélever. Donc déjà le Lévi, il doit prélever et il doit donner. Ensuite, il y a des parties que le Lévi doit donner au Kohen. Et le Kohen également, il doit prélever les différents prélèvements qui sont obligatoires. Il faut le prélever, le sanctifier. Ensuite, bon, il pourra le manger lui-même, mais ça doit être sanctifié avec la sanctification spécifique de cette partie de la récolte. Si c'est la terouma, c'est la terouma et c'est kadosh. Et si c'est maaser, alors ça serait le maaser, la dîme qui serait juste partagée, mais qui serait pas kadosh. Est-ce qu'on va, donc, en se basant sur ce qu'on a vu dans la halakha 3, est-ce qu'on va aller pour faire pression et forcer le Kohen à donner sa part, à donner son prélèvement de récolte? Alors, le Rambam dit de ne pas aller dans l'extrême et que malgré tout, on ne va pas forcer le Kohen à payer. halakha dalet, en motzi'in ha'ma'aser min hakohanim shenamar ki tikhu me'et bnei Israël. וכן כל מתנות כהונה מוציא נתן מכהן לכהן, ועזרא כנס את הלוויים בזמנו שלא ייתנו להם מעשר ראשון, אלא יינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים. On ne force pas le Kohen de payer. Donc, quand on parle des différents cadeaux qui sont offerts aux Kohanim, et qu'on a vu dans la halakha 3, que les Kohanim aussi doivent le prélever, mais on ne force pas les Kohanim de l'offrir entre un Kohen et l'autre, malgré que ça serait l'optimal qu'un Kohen prélève et qu'il donne son prélèvement à un autre Kohen. Mais puisque dans le fond et dans l'absolu, c'est prélevé pour donner à un Kohen et lui-même il est Kohen, il peut donc le garder. Et on ne va pas le sortir de chez lui. Un fait historique important souligné dans cette halakha, c'est que le Maaser Rishon qui initialement doit être offert aux Lévi'im n'est plus le cas. Car les Lévi'im n'ont pas voulu remonter l'exil avec Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était un grand sage, un leader juif qui a ramené les Juifs pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash après la courte exil de 70 ans. Et les Lévi'im ne voulaient pas le suivre, et donc Ezra a décrété que les Lévi'im ne recevraient plus leur partie et leur cadeau de Maaser Rishon, qui était donné juste en contrepartie de leur travail. Mais s'ils renient dans leur service et dans leur mission, alors, dorénavant, le Maaser Rishon serait également donné aux Kohanim et pas aux Lévi'im. Halakha numéro 5. האוכל פירותיו תבליל, וכן לוי שאכל המעשר בטבלו, אף על פי שאין חייבים מיתה, לשמיים אין משלמין המתנות לבעליהן, שנאמר, אשר ירימו להשם. אין לך בין כלום עד שירימו אותנו, ובחוץ לארץ מותר לאדם להיות אוכל והולך תחילה, ואחר כך מפריש תרומה ומעשית. Celui qui consomme ses fruits, tavel. Tavel veut dire sans en faire le prélèvement, et littéralement, tavel vient de deux mots en hébreu qui sont tov, lo, que ce n'est pas bon car ce n'était pas encore prélevé. Alors, si un Israël ou un Lévi mange ses fruits tavel sans en faire le prélèvement nécessaire, alors, malgré qu'ils sont coupables de la mort vis-à-vis d'Hachem, bien sûr, si c'était volontaire, etc., c'est très grave.
c'est qu'il ne reconnaît pas que les fruits n'appartiennent pas à lui, mais c'est Hachem qui le donne. Et Hachem a mis donc des conditions. Si personne ne peut pas offrir les cadeaux qui sont prescrits dans la Torah, il ne veut pas partager ses biens, alors c'est comme s'il renie dans Hachem et pense que ses biens sont ses biens personnels. Alors, malgré cela, il n'a pas besoin de rembourser un Cohen ou Lévi spécifique parce que aucun Cohen ou Lévi ne pourra venir pour les réclamer parce que c'est un bien qu'il devait offrir de façon générale à un Cohen ou à un Lévi. Mais c'est pas écrit nulle part qu'il doit l'offrir à un Cohen ou Lévi spécifique. Et donc, aucun Cohen ou aucun Lévi ne pourra venir le réclamer de le rembourser ce qu'il a mangé sans prélever. Dans la diaspora, dans laquelle les prélèvements sont principalement midrabanan, instaurés par les sages, ils ont permis que la personne puisse tout d'abord consommer et de laisser la dîme à la fin et d'offrir la dîme à la fin, malgré que en Eretz Israël, il faut tout d'abord prélever la dîme, et ça c'est l'optimal, tout d'abord prélever 10% et ensuite de profiter. Les Chachamim, dans le cas où c'est des Rabbanan, ils ont permis de faire à l'envers, de tout d'abord consommer et ensuite les 10% qui restent, on va les offrir. Alors, on a ici donc différents éléments de base. On a à peu près nos points repères par rapport au Maaser. Mais donc, si on a bien compris 10%, comment est-ce qu'on fait pour les 10%? Est-ce qu'il faut donner 10% de chaque chose de façon pratique et absolue ou bien il faut donner 10% au total, mais on peut donner 10% d'un endroit sur 10% d'un autre endroit. Le Rambam précise et le détail cette halakha dans l'halakha numéro 6 que Me'asrin il makom ze al makom acher ve'eino tzarich le'aser min hamukaf. אבל אין מעשרים ממין על שאינו מינו, ולא מן החייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, אם איסר אינו מאוסר. Alors, on peut prélever d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire il faut prélever 10% au total. Si on a 10 tas de récoltes, d'une récolte spécifique, on peut prélever un tas pour tous les autres. Il n'y a pas besoin de prendre 10% de chaque tas. Pas besoin de prendre de ce qui est près, de ce qui est proche, on peut prendre au total 10% et l'offrir directement. Par contre, ça doit être la même espèce, on ne peut pas prélever du blé pour vendre de l'orge et ni d'une récolte qui est obligée, qui a l'obligation de prélèvement sur une récolte qui n'a pas d'obligation. On va voir dans les chapitres suivants différents cas dans lesquels il n'y a pas d'obligation et également différents magouilles qu'on peut faire. Bien sûr, qui sont considérés comme des magouilles à l'Afrique, qui sont déconseillés, mais c'est des cas dans lesquels si la personne, par exemple, il rentre des fruits pas par la porte, mais il rentre par le toit, on va voir que là, ça contourne certaines mitzvot. Et bien sûr, c'est comme si personne, au lieu de rentrer par la porte, il rentre par le toit. Alors, il ne va pas pouvoir embrasser la maison sur la route. Est-ce qu'il a fait l'optimal? Non. En tout cas, tout ça, on va le développer dans le chapitre suivant. Quelqu'un a l'obligation, quelqu'un n'a pas d'obligation. Mais ce qu'il dit ici, c'est que quand on a dit qu'on peut prélever 10% d'une récolte sur l'autre, bien sûr, c'est doit être deux récoltes qui ont exactement le même statut. Donc déjà, la même espèce, et à part ça, le même statut à l'Afrique, c'est-à-dire deux récoltes qui ont l'obligation de prélever le maaser. Si on a prélevé d'un type de récolte sur l'autre type de récolte, ce n'est pas valable. הלכה numéro 7, כל שאמרנו בתרומה הם תורמים מזה על זה, כך במעשר אין מעשרים מזה על זה. וכל שאמרנו בתרומה הם תרם תרומתו תרומה, כך במעשר אם הפחיש מעשרותיו מעשרות. וכל שפטור מן התרומה פטור מן המעשר, וכל התורם מעשר. כל שאמרנו שבהם לא יתרמו והם תרמו תרומתן תרומה, כך הם יסרו מעשרותיהן מעשרות, וכל שאין תרומתו תרומה, כך אין מעשרותיהן מעשרות. Alors, de façon générale, dans cette chose-là, il faut faire le duplicata des lois de Trouma par rapport à la question de qui peut prélever et de quelle récolte on peut prélever sur l'autre. Les règles qu'on a vues dans la Trouma que c'est valide, ce sera valide également pour le Maaser. Et les règles qu'on a vues que c'est pas valide par rapport à la Terouma ne sera pas valide également par rapport au Maaser. Par exemple, on a parlé là-bas du Katan, le petit,
qui n'est pas encore bar mitzvah, est-ce qu'il peut prélever? Donc, toutes les lois, ce seraient les mêmes lois qu'on a dit par rapport à la Trouma qui vont également être traduites par rapport au Maaser. Alors, la halakha suivante, halakha chet, האומר לחברו הריני מעשה לידך עד יצא לעמוד עמו עד שיראה מעשה ולא יעשה. ואמר הוא לחברו עשה על ידי צריך לעמוד עמו. C'est lui qui dit à son ami, je prélève le maaser à ton bénéfice. Alors, ce dernier n'a pas besoin de rester avec lui pour voir et contrôler est-ce qu'il l'a prélevé ou est-ce qu'il n'a pas prélevé. Par contre, s'il le demande lui-même, prélève la dîme pour moi, alors il doit rester à ses côtés. Pourquoi? Quand une personne prend sur lui l'initiative de faire quelque chose, alors je peux faire confiance qu'il va le faire même sans me contrôler. Donc, il a pris l'initiative, je considère que ce sera fait. Par contre, si c'est moi qui demande le service et que je ne suis pas encore sûr comment ça serait pris, il faut que je reste jusqu'à ce que ce soit fait pour valider que la chose a été faite jusqu'au bout. C'est intéressant parce que ça rentre également dans la psychologie de la personne. Quand est-ce qu'on dit chazaka koshliach shlichuto? Donc, ça répétine. Est-ce qu'on considère que quand on demande une personne de faire quelque chose, est-ce qu'on considère que c'est fait ou pas? Alors, vraiment, franchement, ça dépend. Si la personne il a de l'enthousiasme par rapport à ça, il se propose lui-même, je peux considérer que chazaka shlichuto, je peux considérer qu'il a fait. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui me demande le service, alors là, il faut toujours être derrière pour valider que ça soit bien fait. Halakha tête, חרובין אין חייבים במעשרות אלא מדבריהם, לפי שאינן מאכל רוב אדם. והשקדים אמרים בין בגודלן בין בקטנן, פטורין לפי שאינן אוכל. Alors, les caroubes et les farshim précisent ici qu'on fait référence aux caroubes spécifiques qui sont des caroubes de Tsalmon, qui ne sont pas consommés par la majorité des personnes, c'est des caroubes qui n'étaient pas bonnes à la consommation, ça s'appelle du achila al-idéatrak. C'est des aliments qui sont pas tellement, sont pas vraiment consommables. C'est consommable dans un cas où il y a un cas de force majeure, dans un cas où il n'y a pas d'autre choix, je vais consommer cela. Alors, on est obligé de prélever le maaser juste du ramadan et les amandes qui sont amères, que ce soit mûres ou non, elles sont exemptées de maaser parce que les amandes qui sont amères ne sont pas considérées des aliments. À la Yud, Ilal Shenetao Betor Habayit, Atom Asot Shenema, Aser Taser, Et Kol Tuat Zarecha. היוצא סדבי, הראה לי שהוא חייב לעשות בגללם, מדי שחרט תאנה, עומד מתחצר חייב לעשות פירותיה עם אספן כאחת. Si on a planté un arbre dans une maison, alors dans ce cas-là, on est chayav uniquement midrabanan, on est exempt de la Torah de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que la Torah dit, tu vas prélever tous les récoltes de ton champ, ayotse asadeh, mais pas ce qui est planté dans la maison. Mais puisque le résultat est le même, les Rabbanan ont instauré que dans la maison également, on a l'obligation de prélever le maaser. הלכה י"א, בצלים שהשרישו זה בצלצל אפילו השרישו בקרקע עלייה, פטורים מן המעשרות, נפלה עליהם מפולת דברים מגולין, הרי אלו כנטועים בשדה לחייבים במעשרות. Alors, s'il y a des oignons qui racines une à côté de l'autre, même si c'était enraciné dans le sol d'une maison, on sait bien qu'à l'époque, les sols des maisons, c'était fait en terre, elles sont exemptées de maaser. Mais s'il y a une mapolette, si le toit est tombé,
de sorte qu'ils sont maintenant découverts. C'est-à-dire, c'était une maison avant, mais maintenant ils sont sous le ciel ouvert. Ils sont considérés comme plantés dans un champ et ils sont soumis au halachot de Maaser. Donc tout ça, ça revient à la question, est-ce que c'est dans un champ ou c'est dans un lieu habitable? Si c'est planté dans un lieu habité, c'est pas considéré un champ, donc c'est pas exactement le cas qu'est-ce qu'il en Torah. Donc on a dit que ce serait Khayab une banane, mais sinon si c'est planté vraiment dans une maison, alors dans ce cas-là, ça serait la tour, ça serait exempté, à moins que le toit est tombé et que là le ciel se trouve au-dessus de ces différents plantes, en l'occurrence de ces différents oignons. Halakha numéro 12. Dit le Rambam, Ameshamer, Sagdeyu, מפני ענווה בפרחי בעשרת הדיינים הנשארות באותו שדה, או שהמשתמש שדהו בין המקשאות והמדלעות, בא אחד מעשרת הענבים הנשארים שם המפוזרים בשדה. בזמן שבעל השדה מקפיד עליהן, אסורים משום גזל, ולפיכך חייבים במעשר ובתרומה. אין בעל השדה מקפיד עליהן, מותרים משום גזל ופטורים מן המעשר. Le maaser, l'obligation de donner la dîme, elle est uniquement si la chose a un propriétaire. Par contre, si la chose n'a pas de propriétaire, c'était abandonné, il n'y a pas d'obligation de prélever la dîme. Et donc, si une personne, par exemple, a 100 kilos de fruits dans lesquels il doit prélever maaser, mais qu'il décide d'abandonner les 100 kilos sur la route, est-ce qu'il a une obligation après d'offrir 10% des 100 kilos? Non, il n'a plus d'obligation parce que ça n'appartient plus à lui. Il les a donc abandonnés. Alors, en se basant sur cette règle, le Rambam dans la Halakha 12 rentre dans un cas très spécifique. Un champ dans lequel il y a, d'une part, il y a des raisins qui poussent, et d'autre part, il y a des figues. Et on est déjà arrivé à la fin de la saison des figues, mais maintenant, on attend toujours que les raisins mûrissent. Et il y a une personne qui garde toujours son champ à cause des raisins, mais il ne donne pas d'importance aux figues. Ou bien, une personne qui garde son champ pour les concombres et les courges, et il y a une autre personne qui vient et qui ramasse les raisins qui restent dispersés dans le champ. Alors, ça dépend si le propriétaire du champ attache une importance à la deuxième espèce qui est secondaire, c'est pas la raison pour laquelle il est en train de garder le champ. C'est-à-dire, s'il y avait juste des raisins dans le deuxième cas, ou bien juste des figues dans le premier cas, le propriétaire aurait déjà abandonné son champ. La raison pour laquelle le propriétaire il est là pour garder le champ, c'est une raison spécifique, c'est pour une certaine espèce de fruit. Et vous savez, des fois, on investit dans le business pour une chose, on se dit, mais tu sais quoi, s'il y a un bonus qui passe à côté, c'est pas mal, j'en profite également. Alors, comment est-ce qu'on considère cette chose? On dit que si le propriétaire, il prête également une importance à la chose secondaire, alors là, c'est considéré que ça a un propriétaire et donc, personne n'a le droit de le prendre parce que c'est considéré du vol et le propriétaire, il a l'obligation de prélever le maaser et la terouma. Par contre, si le propriétaire n'y prête pas d'importance, il est là pour sa mission initiale, pour les raisins dans le premier exemple, pour les figues dans le deuxième exemple, alors dans ce cas-là, il est chayav, euh, dans ce cas-là, la personne, le passant a le droit d'être prendre, c'est pas considéré du vol, et c'est exempté de maaser vu que c'est hefker. הלכה 13, אין מעשרין אלא מן המובחר, שנאמר בריבכם את חלבו ממנו ונחשב לכם כתרומת גורם וכי תבואת יקב. כשם מעשר מה שמפרישים מהנביאים מן החלב שבו. כך מעשר שמפרישים ישראל מן הגורם ליקב לחלב שבו. On le prélève l'a dit, mais ça vous pouvez bien deviner, c'est une règle générale qu'on dit ici, mais c'est applicable pour toutes les tzedakot qu'on donne. Vous savez, il y a des gens qui disent
bon, je vais donner les restes. Il me reste un peu d'argent, il me reste un peu des biens, il me reste un peu des fruits, je donne les restes. La tzedaka, c'est pas les restes. La tzedaka, il faut donner le meilleur. C'est le meilleur qu'il faut donner. Les restes, on garde les restes et on vit avec les restes. Mais la mitzvah, il faut la faire avec le meilleur qu'on a. Et donc, c'est écrit dans le verset, quand vous en prélèverez le meilleur, le reste équivaudra pour vous au produit de la grange et à celui du pressoir. Et donc, ça veut dire qu'il faut donner le meilleur. Et ce passouk-là fait référence au maaser que les Lévi'im offrent aux Kohanim, comme l'a expliqué dans les chapitres précédents, que les Lévi'im qui reçoivent des récoltes à leur tour, ils doivent également prélever et donner au Kohen. Mais on comprend que c'est un passouk, c'est un binyanaf, un passouk qui enseigne pour tous les autres cas, et également pour la masse, le maaser général, que quand on donne maaser, il faut toujours donner du meilleur. Alors, il faut donner du meilleur. Combien exactement est-ce qu'on donne? Est-ce qu'il fallait vraiment mesurer ou est-ce qu'on peut donner par évaluation? Dit le Rambam dans Halacha 14. Ein me'asrin be'omed ela b'mida ou b'mishkal ou b'minyan. V'chol ha'medakdek b'shiur משובח. והמרבה במעשרות ומעשרותיו מקולקלים, שהתבל מעורב בהן ופירותיו מתוקנים. On ne prélève pas avec évaluation. Alors, quelle est la raison? La raison ici, c'est une raison spécifique. Alors, il y a certains commentaires qui prennent la Mishnah de Pirkei Avot, En Marbin Asar ou Madout, qui explique que quand une personne, toujours il donne sa cas à peu près, alors il va dire, bon, je donne à peu près parce que moi je veux donner plus. Mais des fois, avec le à peu près, il peut aussi faire des calculs bons et donner à peu près, donner moins. Donner moins que l'obligation. C'est pas que tout d'abord calcule, donne exactement ce qu'il faut, après tu donnes en plus, donne en plus. Mais tout d'abord, donne le minimum que chacun doit donner. Mais en tout cas, ici, on parle spécifiquement par rapport à une problématique qui peut se réveiller par rapport aux récoltes. Et c'est que dans les récoltes, alors, c'est très spécifique, il faut donner au Kohen une certaine partie, au Lévi une autre partie. Et il faut évaluer euh, soit par le poids, soit par, euh, soit par le compte, soit par la mesure. Et quand on donne au Kohen ou au Lévi, quand on donne trop, qu'est-ce qui se passe? Parce que les fruits qui restent chez moi, c'est sûr qu'ils sont maintenant cachers, ils sont arrangés, vu qu'on a prélevé ce qu'il faut et même plus. Mais dans ce que j'ai donné, il y a là-bas un mélange de fruits qui sont offerts au Lévi avec des fruits qui ne devaient pas être offerts, qui sont considérés tavel, et dont la quantité qui est en plus du dixième n'a pas le statut de dîme, et donc c'est considéré comme du tavel. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de donner et de bien évaluer ce qu'on donne. Et c'est lié également avec l'autre paracha, c'est qui de ne pas diminuer, de ne pas rajouter. Des fois, quand on veut rajouter plus, alors ça fait des problèmes. Donc, quand la Torah nous dit de donner 10% des récoltes, il faut donner 10% des récoltes spécifiques, on compte. Après, on veut donner une deuxième fois plus, on peut donner une deuxième fois plus, on peut donner des cadeaux, on peut donner un tzedaka en plus. Les 10% qui sont donnés pour le Lévi, qui ont tout l'halakha de Maaser qui entre en vigueur, il faut donner 10% et bien le compter. Il nous reste deux halakhot pour clôturer ce chapitre. Halakha 15. והפריש מקצת מעשר למעשר אין המעשר, אלא כמי שחלק את הערימה. צריך להפריש מזה החלק שיוצאים מהעשר שלו, כיצד היו לו מעשר. הפריש מהם 5 לשם מעשר, מעשר יכול להפריש כל 5 שאים מעשר במקום אחר, והפריש מהם חצי שאה שהיא המעשר שלהם. Alors ça, c'est encore une halakha qui est bien spécifique au prélèvement des récoltes et qui n'est pas du tout le même cas par rapport au prélèvement de l'argent. Et c'est que quand on prélève, il faut prélever tout en un coup. Je ne peux pas prélever 5% et après encore une fois 5%. Ça ne marche pas comme ça. Il faut prélever et compter et donner les 10% en un coup. La Torah dit de donner les 10%, mais il faut donner les 10% en un coup. Et si j'ai prélevé 5% en pensant que c'est maaser, alors il faut que je donne 10% de ces 5 et après je vais donner 10% des autres 95, 95% qui restent. Halakha 16, dernier halakha du chapitre. Et effectivement, c'est une mitzvah, donc il faut réciter une beracha. המפריש מעשר זה מברך תחילה כדי שמכין על המצוות, וכן מברך על מעשר שני, וכן מעשר עני, ומעשר מן המעשר,
מברך על כל אחד בפני עצמו. ואם יפריש הכל זה אחר זה, ומיד בנוסף, ביניהן כולן בברכה אחת מברך, להפריש תרומות ומעשרות. Il faut réciter le beracha avant qu'on prélève. Et si on prélève les différents cadeaux qu'il faut donner, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, alors il faut faire une beracha sur chacune d'elles. À part, s'il y a eu un hefsek, si on a interrompu entre les mitzvot. Par contre, si on prélève tous les prélèvements d'un coup, consécutivement, alors là, il suffit de réciter une beracha et on inclut tout dans la beracha, la Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem, Hashem, Mitzvot Tzivanu, la friche, Trumot, Maasrot, et avec cette beracha, on élève et on ramène le kiddush supplémentaire dans la mitzvah qu'on fait. Zako Baruch. Et donner place aux questions. Alors, question de Baruch, pourquoi on ne peut pas prélever d'une espèce pour une autre? Une très bonne question. Et je vais te répondre à une autre question. Comment ça se fait qu'on a le droit de prélever d'un tas pour un autre tas? Il faut donner 10% des récoltes. On va dire, si une personne, il avait 2 champs, il a même le droit de 2 champs de la même espèce, il a même le droit de prélever tous les 10%, tout le maaser d'un champ pour l'autre, pour le deuxième champ. Comment est-ce que c'est possible? La réponse, elle est parce que tant que c'est la même espèce, alors ce que je prélève peut remplacer l'autre chose. De base, il fallait donner vraiment 10% de chaque chose que j'ai. Donc de chaque champ, et si c'est divisé par tas, de chaque tas. Mais tant que c'est la même espèce, alors 1 kilo de blé peut remplacer un autre kilo de blé. C'est omed bimkomo. Par contre, si c'est une autre espèce, ça ne peut pas le remplacer. D'accord. Voilà, en tout cas, c'est le plaisir de commencer un nouveau début, les lois de Maaser, dans lequel on va découvrir pas mal de différents Maaser, des Maaser qui existent. Rabbi, Oui, pourquoi 10%? Pourquoi pas 12%? Pourquoi pas 5%? Pourquoi 10%? Est-ce que le chiffre 10 correspond à quelque chose? Et puis la deuxième question, est-ce que le maaser, on pouvait l'amener au temple, puisqu'il n'était pas sanctifié? Est-ce qu'on le déposait ailleurs que dans le temple ou on l'amenait au temple quand même? alors très bonne question. Alors, pourquoi justement 10%? Alors, la vérité, vous avez raison. Hachem est dit dans la Torah que Ish Hashaïten à Kohen lo yiyu. L'homme qui va donner au Kohen, lui, il aura tous les biens nécessaires, il aura vraiment tout ce qu'il faut. Mais celui qui ne donnera pas au Kohen, alors qu'est-ce qui est réservé pour lui? Alors, la Torah poursuit, la Torah dit que celui qui ne donnera pas au Kohen, alors ce qui va se passer, c'est très simple. C'est lui qui va recevoir les 10%. Ça veut dire que le Kohen va recevoir le 90%, le 90%, et lui va recevoir les 10%. C'est-à-dire que de base, si vous me posez la question pourquoi 10%, c'est une très bonne question, il fallait faire le contraire. Il fallait que ce soit nous qui gardons 10% et qu'il fallait offrir le 90%. Parce que rien ne nous appartient à nous. Avec quel droit est-ce qu'on prend? Et Hachem, il dit qu'il nous rend ici un grand service. Qu'on puisse nous profiter de la majorité et de donner juste 10%. Et pourquoi spécifiquement 10? Alors ça, c'est déjà des raisons kabbalistiques. Pourquoi spécifiquement 10? Bon, 10, c'est tous les halakhot qui sont liés avec le monde, entre soit dans le chiffre 7, soit dans le chiffre 10. C'est-à-dire que le 10, c'est le 10 phérot, qui d'ailleurs s'exprime dans les 10 paroles, les 10 mamarot, les 10 brot. Et donc, ces 10% qu'on donne, c'est un titre de rappel finalement. C'est un titre de rappel que les autres 90% également ne nous appartiennent pas. Vous voyez? Et donc, chacun que je donne, c'est-à-dire je donne 10, et quand je multiplie 10 par 10, ça fait 100. Ça fait la totalité de ce que j'avais dans les récoltes. Et quand je donne 10, le secret qui est expliqué dans le Sefer HaChinuch, c'est pas juste que je donne 10. J'ai 10 qui sont donnés et j'ai 90 qui restent chez moi. Mais quand je donne 10, chacun des 10 est là pour élever
10. Donc, chaque 10, il représente, chacun des 10 représente un autre 10. C'est pour ça que ça multiplie de 10. 10 fois 10, ça couvre la totalité des 100. Donc, c'est un titre de rappel pour tous les 100. D'accord. Bien. Et est-ce que la deuxième question que j'ai posée, c'était est-ce que Ah, alors oui. Alors, ça, c'est aussi une très bonne question. Et il ne faut pas le ramener au Beth Amikdash. On l'a vu dans le début de ce chapitre. C'était dans la 2, je pense, à la Chabet. On a vu qu'il n'y a pas besoin de ramener dans le Beth Amikdash. On peut le donner, on le donne directement au Lévi. Et ensuite, Ezra Sofer, il a instauré qu'on le donne au Cohen, parce que les Lévi'im, ils ne l'ont pas suivi, pour remonter, construire le deuxième Beth Amikdash. Et donc, on donne directement ces choulines, ces profanes, pas besoin de ramener au Beth Amikdash. D'accord. Bien, merci beaucoup. Zakobaou. Voilà. Alors, Zat Hashem, donc la question de Rabbi Abraham, je pense qu'elle était aussi répondue avec la question de M. Wachnin. Et Zat Hashem, on va se retrouver dans le prochain shiur et notez déjà dans vos agendas le shiur de demain soir, le chapitre 2 des lois de Maaser. Et Kalakavot, que malgré les vacances, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau temps, qu'il fasse mauvais temps, on est toujours là avec le Rambam, toujours attaché avec la Torah. Et chaque jour, on est vraiment lié avec cet enseignement qui inclut que la Torah Kula, et c'est une très, très grosse route. Et c'est sûr que le srout du Rabbi et le srout du Rambam est avec chacun des participants de ce shiur, malgré que, vous savez, c'est très facile de faire un shiur ponctuel, mais un shiur qui est vraiment, qui engage tous les jours, c'est un mérite qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Alors vraiment, très en chazak ou à chacun de vous. Chazak. Merci, Rabbi. תודה רבה, ערב טוב. Chazak.